Aujourd'hui, le vrai défi en e-commerce, ce n'est plus seulement d'attirer des clients, c'est de les garder. Dans un contexte où l'attention devient une denrée rare, la rétention s'impose comme un levier de croissance incontournable. On en parle tout de suite avec notre experte du jour. Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité Social Desk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes social ads. On accompagne de belles marques, de belles entreprises en e-commerce ou en génération de leads. Pour un call de découverte, le lien est en description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Déborah Bett. Tu es là, tu es CMO part-time. Peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus qu'est-ce que ça signifie CMO part-time. Et tu aides au fait des marques à croître en e-commerce en intervenant sur plusieurs volets comme le growth marketing, le CRM, la stratégie consommateur dans des secteurs assez variés finalement comme la cosmétique ou le lifestyle. Tu as aussi de très belles références à ton actif comme 900 Care, Barbara Gould qui sont de très belles marques. C'est un plaisir de t'avoir avec moi sur cette vidéo pour que tu puisses partager ton expérience avec nous. Comment ça va, Déborah? Alors déjà, Benjamin, je voulais te remercier pour cette invitation. Et en fait, moi, ça va super bien. Tu m'as invité pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est le e-commerce et les leviers qui sont en général un peu sous-exploités sur la France. Effectivement, ça fait une dizaine d'années que j'interviens auprès de DNVB, de marques de cosmétiques qui font du e-com. Je suis plutôt spécialisée sur une approche 360 pour structurer de la croissance, pas seulement en allant chercher des nouveaux clients, mais aussi en capitalisant sur les clients qui sont déjà acquis, j'ai envie de dire, et qu'on veut fidéliser, avec qui on veut créer une relation. Et mon objectif, c'est justement de travailler cette rétention, cette conversion, et aider aussi les marques un peu à réhumaniser leur relation avec leurs consommateurs, parce que sur le digital, c'est ce qui manque un peu, c'est la relation humaine. Faire du e-commerce, c'est pas juste avoir un site e-commerce et faire des ads et avoir des flows automation qui tournent derrière. Ça va un peu plus loin de nos jours. Ouais, c'est de vraiment créer une marque et une attirance et une préférence de marque plus que de vendre un produit ou un service, quoi. Écoute, on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet. Comme tu l'as dit, on va parler rétention comme levier de croissance. Je l'ai dit en introduction que c'est très bien d'attirer des clients, mais là encore, le plus dur, ça va être de les garder, ces clients. Et j'ai une première question pour toi, Déborah. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, faire de l'e-commerce, ce n'est clairement plus juste, comme tu l'as dit, vendre en ligne un produit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une marque qui veut performer sur le digital, quoi? En fait, il y a eu une transformation ces dernières années avec les augmentations des coûts d'acquisition sur Google et Meta qui ont, on le sait tous, explosé. Par exemple, on sait que le CPA sur Google entre 2024 et 2023, en moyenne, sur toutes les sites e-commerce, il a fait plus 24%, ce qui est quand même énorme. Et le CPM sur Meta, il a fait plus 12% sur la même période. Donc effectivement, on a des coûts d'acquisition qui deviennent très importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de pouvoir créer une relation avec ces clients qu'on a acquis une première fois pour justement faire en sorte qu'ils reviennent et qu'on soit pas obligé, qu'on soit pas dans cette course perpétuelle de nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients. Aujourd'hui, ce qui nous manque en France, c'est vraiment cette approche relationnelle avec le consommateur, avec son client, à travers ou un CRM, un programme de fidélité, mais pas que, aussi à travers les contenus qui sont partagés de manière récurrente. Complètement. Et je complète un peu. C'est vrai que ça s'adresse aussi bien à des business où on peut avoir des produits très récurrents, typiquement de la cosmétique, où c'est vrai qu'il y a ce besoin de rétention pour que le client vienne acheter tous les mois chez nous sa crème, par exemple, à des business où il y a beaucoup moins de récurrence. C'est plutôt de l'achat unique. Et dans ce cas-là, il y a quand même aussi, c'est pas parce qu'on est sur de l'achat unique qu'on n'a pas besoin de faire de la rétention ou de la relation client post-achat, plutôt d'aller chercher un client qui va devenir son ambassadeur et qui va partager auprès de son entourage au fait le produit pour lui dire que c'est un bon produit, donc plutôt du referral finalement. Donc ouais, cette rétention, elle est à la fois pour des business récurrents et des business qui sont pas forcément récurrents en termes de produits, quoi. En fait, il y a très peu de business en achat unique pur en e-commerce, même si on a des cycles de vente qui peuvent être
sur plusieurs années pour certains produits, malgré tout, rester dans l'esprit de son client, rester présent, comme tu dis, soit pour être dans la recommandation entre amis, ou pour qu'il pense à revenir vers nous quand il voudra renouveler, par exemple, son ordinateur ou des produits qui sont plus chers. C'est quand même un enjeu. Pour moi, c'est l'enjeu des e-commerçants aujourd'hui, où on vend, comme tu disais tout à l'heure, on vend pas une marque, en fait, on construit une marque avec tout ce que ça implique derrière. Donc on crée de la relation. Même si notre produit, potentiellement, on va avoir un réachat 6 mois, 1 an ou 2 ans après, il faut quand même mettre en place ces bases, toutes ces techniques de rétention, même si on n'est pas un produit cosmétique qui va se renouveler chaque semaine, tous les mois. Il faut bien qu'on ait ça en tête pour toutes les marques, pour créer cette préférence de marque. Si on prend l'exemple du retail, par exemple, on n'achète pas une voiture tous les ans, à part quelques personnes. Pour autant, les marques de voitures, elles travaillent cette fidélisation parce qu'elles savent que dans 3-4 ans, quand il faudra changer la voiture, et ça serait bien que le client il revienne vers eux. Donc il y a l'entretien, il y a toujours des touch points qu'on peut identifier, qu'on peut trouver, qui existent dans le monde du retail, mais qui peuvent exister aussi dans le monde du digital. À nous de savoir les créer avec intelligence, mais on peut les créer effectivement et les développer surtout. Ok, merci. J'ai une autre question pour toi. Je sais que tu accompagnes beaucoup de marques au quotidien. Quels sont, selon toi, les leviers encore sous-exploités, mais qui pourraient vraiment faire la différence cette année, dans les années à venir, pour une marque? Alors effectivement, moi j'accompagne les marques dans leur croissance, pour développer leur croissance. Ce que je constate par rapport aux UK ou aux US, c'est que, comme on disait, la rétention, la relation qu'on crée avec le client, elle est quand même assez sous-exploitée en France. Par exemple, sur les marques comme sur les marques de cosmétiques qui sont les principaux clients que j'accompagne, on peut avoir des diagnostics personnalisés, mais une fois qu'on a le diagnostic personnalisé, on reçoit son ordonnance beauté entre guillemets, et en général ça s'arrête là, alors qu'on pourrait créer tout un flot d'accompagnement, de conseils, au-delà de la recommandation produit, pour montrer justement qu'on n'est pas juste une marque qui vendons des produits, mais qu'on est une marque qui accompagnons vraiment le consommateur et le client dans ses choix, dans l'utilisation et donc évidemment dans le renouvellement. Ça fait, comme tu disais tout à l'heure, des clients ambassadeurs, ça fait travailler le repeat et ça fait travailler le parrainage de manière plus structurelle avec des offres de parrainage et donc des programmes de fidélisation qui sont assez intéressants. Et ça, en France aujourd'hui, il y a des marques qui le font déjà, mais c'est encore assez balbutiant. Tu as des exemples de marques comme ça qui travaillent ça? Moi, j'en ai une en tête là pour peut-être te laisser la réflexion. La marque Elé, je sais pas si tu connais la marque de biberon. Elé, qui est une jeune marque puisqu'elle a 5-6 ans, il me semble. Du coup, voilà, son objectif, c'est de vendre des biberons, évidemment. C'est son offre. Mais tout autour de ça, il y a vraiment plein de contenus, de diagnostics, d'aides sur l'allaitement, même que ça soit avec ou sans biberon d'ailleurs, sur comment se passe la grossesse, finalement avant que le bébé arrive et qu'il utilise le produit, le postpartum, faire venir des experts pour essayer de comprendre si on peut faire du sport pendant qu'on est enceinte ou la reprise du sport après l'accouchement. Donc finalement, on crée une communauté ou on intègre une communauté pour apporter de la valeur. Et oui, forcément, il y a ce produit à vendre, mais on est vraiment dans un écosystème qu'on est en train de créer avec beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. Et c'est là où il y a de la préférence de marque, au-delà juste de dire oui, le produit, de manière intrinsèque, elle a des très bonnes caractéristiques, A plus B plus C, mais ça va au-delà de ça, finalement, quoi. Alors, moi, je pense à 2 marques, une française, une américaine, qui sont très bonnes sur ces sujets-là. Il n'y a pas qu'elles, je tiens à le préciser, mais je trouve qu'elles ont quand même des programmes qui sont extrêmement aboutis. Il y a Manucuriste et Estée Lauder. Donc, c'est 2 segments qui sont quand même très, très différents. Manucuriste, ils ont effectivement beaucoup de conseils qui sont apportés. Il y a beaucoup des diagnostics qui sont faits en ligne avec de la recommandation produit, mais aussi avec de la recommandation de comment prendre soin de ses ongles, etc. Ils ont un programme de fidélité et de parrainage qui est quand même extrêmement bien travaillé également parce qu'il est assez généreux, il donne envie de renouveler régulièrement ses achats, au-delà du fait qu'ils ont des produits de saison. Donc ça, ils ont aussi un catalogue qui tourne. C'est un peu plus facile de travailler le repeat dans ces cas-là. Et Estée Lauder, alors Estée Lauder, c'est vraiment l'exemple US qui fonctionne très très bien. Il y a des masterclass
privés pour leurs clients qu'on peut avoir sur Internet. On peut avoir des invitations aussi en retail, donc ils font du drive to store. Ils ont un programme de fidélité qui est extrêmement généreux, c'est-à-dire qu'au lieu d'offrir des bons d'achat, ils offrent des produits, mais des produits best-sellers que de toute façon on achète. Donc on se dit que si on achète les produits qu'on a l'habitude d'utiliser, on va l'avoir en cadeau. Et comme on l'a en cadeau et qu'on trouve qu'il est vraiment efficace, on continue d'acheter leurs produits. Donc, je trouve que de faire de la générosité auprès de ses clients, plutôt que d'investir dans Meta ou dans Google, c'est aussi très intéressant parce que ça crée une vraie fidélité et une vraie recommandation. C'est des très bons exemples pour faire de la veille, effectivement, pour d'autres marques, comme tu l'as dit. Et j'avais également une question, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, finalement, les leviers encore sous-exploités, parce que là, on parle beaucoup de relations clients, de rétention client. Donc, on a tendance un peu à sous-estimer cette partie-là en France, comme tu l'as dit plusieurs fois. À ton avis, pourquoi et comment une marque peut vraiment activer ce levier-là pour créer de la récurrence si on a une marque qui souhaite évoluer sur ce domaine-là, quoi? Alors, pourquoi? Je pense que en France, il y a eu un push du e-commerce qui est arrivé il y a quelques années grâce à Shopify, par exemple. Et du coup, il y a eu une course à l'acquisition client. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse concurrence. Les coûts, ils augmentent parce que justement, il y a cette grosse concurrence. Et pour pouvoir travailler cette rétention, il y a deux choses qui sont quand même indispensables en amont. C'est avoir des produits plutôt quali. Ça, c'est la base. Je préfère le redire parce que c'est pas toujours le cas. Et avoir un vrai branding. En général, quand on crée une marque, le branding, on se dit que c'est quelque chose qu'on traitera dans un temps 2. Or, c'est vraiment un socle qui va permettre à un consommateur de se projeter, d'avoir une relation, de comprendre vraiment ce qu'est la marque, comment est le branding. Enfin, le branding va lui permettre d'avoir des clés de lecture de manière plus ou moins consciente sur la marque et sur les produits. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques en France qui ont souvent des bons produits, mais qui ont un branding qui est pas suffisamment clair, qui est pas suffisamment ciselé. Il y a beaucoup de tendances qui font que les marques reproduisent ces tendances et du coup, elles sont, quand on les voit passer, par exemple, en ads ou en contenu social média, il n'y a pas un vrai point de différenciation. Les USP doivent pas être que sur le produit, il doit être aussi sur le branding, il doit être aussi sur la marque, il doit être aussi sur ce qu'on apporte en plus, en fait, que le petit voisin. Ouais, c'est vraiment de comment on peut se différencier. Pas que uniquement sur les USP, un peu plus d'efficacité, 48 heures que les autres, un peu plus, un prix différent, plus bas, plus haut. Il faut vraiment créer une différenciation au niveau du branding et ça, je pense, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur et le plus difficile à comprendre pour une marque parce que c'est plus facile de jouer sur le prix, c'est plus simple. Les caractéristiques, voilà, c'est assez mathématique aussi. Mais c'est vrai que le branding, il y a plus de mal à créer un vrai branding peut-être aussi. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et comme tu le justifies aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va faire la différence dans un milieu où certes les coûts d'acquisition augmentent et qu'il y aura forcément des perdants et des gagnants dans tout ça. Et les gagnants seront certainement les entreprises qui ont la marque la plus forte, quoi. Pour rebondir sur le branding, moi j'aime bien utiliser cet exemple. En fait, c'est comme une personne qui a une personnalité, une marque doit avoir une personnalité. Si une personne n'a pas vraiment de personnalité affirmée, qu'on discute avec lui ou qu'on discute avec quelqu'un d'autre, ça revient exactement au même. Alors que quand une marque a une vraie personnalité, le prix, il est important, mais il est plus aussi prioritaire. Quand on voit quand même les prix des produits Estée Lauder et quand on sait que c'est une des marques qui est leader sur le marché, on se rend compte malgré tout que les gens, ils ont ils trouvent les moyens de s'offrir ces produits-là. Donc le branding aide aussi au positionnement prix. Et puis moi j'invite tout le monde à tester les masterclass d'Estée Lauder et de voir la qualité du contenu, la qualité des experts. Et en fait, ils poussent pas les produits pendant leur masterclass. Ils poussent comment prendre soin de sa peau. Ouais, je comprends. Ouais, et là encore, on crée vraiment un contenu de marque, une communauté en fait. Et les marques deviennent leurs propres médias finalement, Exactement. leur propre plateforme. Et ça, on peut le voir un peu avec ce qui se passe, notamment actuellement, avec tout ce qui peut bouger, avec X, TikTok, même Meta, finalement, où on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, on puisse plus utiliser notre compte TikTok, notre page X ou même notre page Instagram. Donc, il peut y avoir aussi des revirements politiques ou business qui fait que il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et du coup, d'avoir aussi sa propre plateforme avec peut-être
peut-être sa mailing list, sa plateforme web. Tout ça, ça permet d'avoir un contre-pouvoir et d'être un peu plus indépendant. J'ai beaucoup, moi, de marques, d'entrepreneurs qui commencent un peu à vouloir récupérer la data chez eux, récupérer les emails pour justement garder un peu cette indépendance au cas où il y a quelque chose qui se passe sur certaines plateformes comme on peut le voir en ce moment. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est aussi cette tendance-là, quoi. Et pour aller encore un peu plus loin et compléter ce que tu viens de dire et qui est extrêmement juste, j'ai assisté à une conférence Google il y a pas très longtemps où ils expliquaient qu'on est passé de 6 à 8 touchpoints pour convertir un lead en client. On est passé de 6 à 8, de 10 à 12, ce qui est quand même énorme. Aujourd'hui, en fait, la manière même de consommer sur le web a changé. Les gens, ils veulent comprendre ce qu'ils achètent. Ils scrollent, ils regardent, ils comparent. En plus, il y a des comparateurs de prix dans tous les sens. Ils ont des outils pour aller regarder la composition des vêtements, la composition des cosmétiques, du maquillage, de tous les produits qu'ils utilisent, de la food. Du coup, ils ont besoin de comprendre. Et si une marque arrive à prendre je comprends aussi que c'est compliqué pour une marque de prendre ce temps d'installer cette approche de relation, mais il y a des outils qui permettent de le faire et qui sont assez intéressants. On pourra peut-être en parler dans un second temps. Mais quand un consommateur arrive à comprendre ce qu'il achète, il passe à l'achat et on peut réduire ce nombre de touchpoints, justement. Et l'enjeu, notamment en publicité, mais c'est aussi dans d'autres leviers du e-commerce, c'est d'avoir cette notion d'attribution en fait de la vente. Vu qu'on multiplie les touchpoints, ça va être de plus en plus compliqué dans ce cas-là de savoir le touchpoint qui va créer la vente et le passeur où si à la base il n'y aurait pas eu ce premier touchpoint ou les précédents, il n'y aurait pas eu de toute façon de vente. Donc est-ce que l'attribution de la vente finalement est vraiment pour Facebook, pour la newsletter, pour le social, l'organique? Voilà, donc plus on va rajouter de touchpoints, plus ça sera difficile de bien comprendre l'attribution et quel est l'impact réel au fait de chaque touchpoint pour inciter à l'achat. Donc ça, c'est un vrai défi sur la partie technique attribution qui est pas forcément simple. Ça, c'est un sujet, là, tu me lances sur un sujet que j'adore, la Customer Journey. C'est vraiment une de mes passions. Sur Shopify, il y a 2 outils qui permettent de travailler justement cette attribution et ce blended CAC avec le poids aussi de chacun des touchpoints, newsletter, social media organique, ads, etc., etc. Et ça permet de se dire, parfois on peut avoir un méta qui a pas un ROS de dingue. Pour autant, il est très important dans le cycle de décision du conso. Et si on n'a pas un outil qui permet de retracer justement cette customer journey, on peut couper Meta, se rendre compte qu'il y a une baisse de son acquisition et se demander pourquoi, puisque Meta n'était pas censé transformer. Sauf que dans les ads Meta, il y avait peut-être des choses qui passaient, qui aidaient le consommateur à prendre sa décision finale. Et même s'il a été faire une recherche Google 14 jours après, ou s'il a vu un influenceur en parler, il y a tout ce travail préparatoire qu'il faut également valoriser. Et il y a des outils justement qui permettent de retracer cette customer journey et qui sont, d'une puissance incroyable, je trouve. Par contre, qui demandent un petit peu de maîtrise en termes de lecture de data. Et c'est là où il faut avoir des gens un petit peu capés sur ce sujet-là, parce que il faut savoir bien analyser les chiffres et parce qu'on peut leur faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres en fait. T'as complètement raison. Nous, si je fais le parallèle avec Meta, en fonction de la configuration de l'attribution que tu veux donner sur ta campagne, tu peux avoir une attribution au clic à 7 jours, comme une attribution à un jour vu sur tes publicités. Et tu vas, en fonction de cette configuration, avoir des résultats complètement différents sur tes campagnes, puisque le un jour vu va aussi t'apporter au fait des conversions. Et si tu veux, souvent ce qu'on dit, c'est que si tu veux une lecture plus authentique de tes résultats, vaut mieux driver tes campagnes au clic pour être sûr qu'il y a eu une action de l'utilisateur avant un achat, c'est-à-dire l'action c'est j'ai cliqué sur la pub, j'ai acheté dans les 7, 14, 28 jours en attribution, plutôt que de garder une attribution à un jour vu dans la configuration et d'avoir, et ce qui nous arrive parfois sur l'analyse de certains comptes, d'avoir 60-70% en fait des conversions, des achats qui sont à un jour vu. Donc là, c'est toujours dur
de se dire est-ce que on laisse comme ça puisque l'impact direct n'est pas prouvé puisque la personne n'a pas cliqué sur la pub pour acheter. Par contre, il y a eu un touchpoint. Comme tu l'as dit, il y a eu un touchpoint où elle a vu la publicité. C'est un peu comme la télé. On clique pas sur la pub à la télé, mais pourtant ça va nous inciter à acheter derrière. Bah là, est-ce qu'aujourd'hui, du méta, du un jour vu, on pourrait se dire que, un petit peu comme la télé, on va avoir un message répété et même si la personne n'a pas cliqué dessus, ça a favorisé à un petit pourcentage qui est difficile à définir, sa décision d'achat. Nous, on privilégie beaucoup le clic pour s'assurer quand même de l'impact des publicités, mais on pourrait vraiment se poser la question de finalement, est-ce que le un jour vu, combien de pourcentage finalement il a d'impact dans l'achat final, quoi. Ça, je comprends complètement. Et en plus, pour répondre aussi à la question précédente, parce que là, je suis en train de faire le lien, ce que font pas souvent les jeunes marques de e-commerce, c'est qu'elles travaillent pas le haut de funnel avec des ads. Or, elles devraient le faire parce qu'on n'achète pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut déjà se faire connaître avant de se faire acheter. Et si on peut se faire connaître avec des contenus qui apportent de la valeur, on gagne tout de suite des points par rapport aux concurrents qui font des ads de conversion immédiate en fait. Écoute, hyper intéressant. Si tu le veux bien, j'ai une autre question pour toi. Et cette fois-ci, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va changer un petit peu de sujet, mais surtout c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On va parler de TikTok Shop qui arrive en France, qui est arrivé en France d'ailleurs. Le 31 mars. Voilà, qui est arrivé en France. Et on sent un vrai engouement autour du live shopping. Et c'est drôle parce qu'on a Jeff Bezos donc d'Amazon a fait une offre il y a pas longtemps pour acheter TikTok. Du coup, ça montre un peu ce côté très live shopping qu'on peut voir aussi dans les pays asiatiques où c'est quelque chose qui est très développé. Est-ce que pour toi, c'est un effet de mode en tout cas qui pourrait arriver en France ou une vraie révolution pour les marques, pour la conversion e-commerce? Alors, un tout petit peu de contexte. TikTok Shop en UK, c'est la 4e plateforme de e-commerce du pays. Donc, on voit déjà la puissance de l'outil. Après, culturellement, ils étaient aussi beaucoup plus avancés en termes de live shopping. Le live shopping en France, pour l'instant, n'a jamais pris. Vraiment. Même si avec TikTok, des gens faisaient déjà du live shopping, mais téléachat. Où ils proposaient, pendant qu'ils emballaient leurs produits, ils proposaient aussi à la vente leurs produits. Bref, ils n'ont pas attendu TikTok Shop pour faire du live shopping. Pour autant, avec l'ouverture de TikTok Shop, effectivement, il va y avoir un engouement. TikTok a déjà onboardé un certain nombre de marques, des grandes marques, des marques un peu plus early, des DNVB, etc., pour justement démontrer et éprouver leur modèle. Il y a encore quelques petites questions sur le flux financier, qu'est-ce qu'on doit déclarer, qu'est-ce qu'on doit pas déclarer comme TVA, etc. Il y a une petite complexité d'upgrader son catalogue dans TikTok Shop parce que on peut pas utiliser aujourd'hui un agrégateur comme on peut l'avoir pour du Google ou du Meta, par exemple. Pour autant, moi, je pense très sincèrement que ça va aussi apporter une révolution parce que le live sur TikTok, c'est déjà quelque chose qui existe et qui fonctionne très très bien. Le live shopping existait avant TikTok Shop, donc là maintenant ça va partir puissance 10 000. Et surtout, le vrai combo gagnant, ce sera de faire des partenariats avec des créateurs de contenu qui ont des audiences qui correspondent à la cible de la marque et de faire du live shopping avec lui. Alors il faut le faire de manière intelligente, il faut pas le faire en mode téléachat bien évidemment, il faut le faire avec une intervention d'un expert, du fondateur de la marque, en sous format de storytelling. Enfin, voilà, il faut le faire de manière intelligente pour que ça fasse pas trop forçage. Mais je pense que TikTok Shop va bousculer les codes du e-commerce dans les 2 prochaines années, voire dès 2025 si tous les petits sujets techniques sont traités rapidement, ce qui est en général leur cas de toute façon. Et effectivement, ça s'adressera plus à une certaine génération, donc à une certaine typologie de produits parce qu'on pourra pas aller vendre, je reviens en voiture, on pourra pas aller vendre des voitures sur TikTok. Mais pour autant, par exemple, on voit des agences immobilières aujourd'hui qui font des visites sur TikTok et ça fonctionne très très bien. Et elles close, donc elles mettront pas en TikTok Shop leur bien, mais je pense qu'il y a une vraie révolution en e-commerce qui est en train de se produire à cause au choix de TikTok. Et c'est vrai que ça relance un petit peu TikTok, je trouve, dans la course. On a eu pas mal d'effets de mode avec TikTok. Et là, je trouve que vraiment, ça remet un petit coup de projecteur sur cette plateforme-là qui était peut-être ces derniers temps un peu délaissée au profit de Meta et de Google. Donc là, en tout cas, à l'agence, on va vraiment aussi revoir
les opportunités qu'on peut faire en fait avec les marques sur TikTok Shop. Comme tu le dis, toutes ne seront pas, je pense, éligibles à travailler sur cette plateforme, mais en tout cas, ça, voilà, il y a de belles perspectives et toujours des nouvelles choses à tester. Donc c'est intéressant. Là, l'avenir nous le dira, l'adoption des marques, des consommateurs, et on pourra en faire une vidéo dans 6 mois pour voir ce qui s'est passé finalement, quoi. Pour faire le point d'évolution, effectivement. Pour conclure, si tu avais un seul conseil à donner aux marques pour les mois à venir, ça serait quoi? Où doivent-elles vraiment se concentrer finalement leur énergie? Alors, on a un petit peu peut-être répondu à la question sur cette partie rétention, mais voilà, en guise de conclusion et de perspective pour l'avenir, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, je conseillerais vraiment de créer dès la première venue sur le site ou dès la première opt-in récupérer une relation avec le client, mais de manière intelligente, c'est-à-dire pas tout le temps pousser du contenu de vente, que ce soit en social media ou que ce soit en newsletter. C'est vraiment travailler sa rétention, mais au sens pas uniquement outil du terme. C'est avoir une vraie stratégie de rétention qui s'inscrit et qui vient compléter la stratégie d'acquisition. Parce qu'on peut pas faire de la rétention si on n'a pas de clients. Et pour avoir des clients, il faut avoir des nouveaux clients. Et donc, il faut une bonne stratégie de rétention. Et dans le tunnel de vente, à la fin, il faut que la stratégie de conversion et de rétention réponde à cette stratégie d'acquisition. Il y a par exemple le formulaire de Meta. Les lead adform? Voilà, exactement, qui est un outil qui est souvent pas utilisé par les marques, alors que ça permet d'aller chercher. Oui, c'est vrai. Alors que ça permet d'aller chercher du lead à faible prix, enfin à faible coût. Derrière, on le met dans un flow où vraiment on va parler de la marque, on va parler des valeurs, on peut offrir un produit contre achat pour aller chercher ce lead. Et par exemple, moi j'ai une marque avec laquelle j'ai travaillé qui a mis en place ce système. Le lead lui a coûté 4 centimes et elle a fait plus 15% le mois où elle a fait cette captation de lead sur son e-commerce, rien qu'avec cette captation de lead. Et c'est des clients, c'est une cohorte en plus qui est hyper qualitative et qui est hyper fidèle. Parce que tout de suite, on l'a intégré dans un entonnoir de conversion. Pas juste dans un entonnoir de viens, on va te vendre des trucs. Ouais, créer une relation client dès le départ. C'est vrai qu'on le voit un petit peu avec ces diagnostics qui naissent un petit peu sur tous les sites e-commerce, qui est un premier point de départ. Mais il faut aller au-delà de ça avec du vrai suivi, du vrai contenu, puis pas que du diagnostic aussi, hein, on peut aller sur d'autres modèles. Donc de tout de suite créer de la relation client dès le départ pour créer aussi cette confiance et une marque forte et cette préférence de marque pour se différencier de la concurrence, quoi, tout simplement, quoi. Si tu me permets un dernier exemple par rapport au diagnostic, il y a une marque qui le fait très très bien qui s'appelle Typologie. Tu fais ton diagnostic, toutes les news que tu vas recevoir par la suite te pousseront des produits qui sont adaptés à ton type de peau. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas des news génériques, c'est vraiment des news qui sont personnalisées. Et on est vraiment dans la personnalisation. Donc oui, bien sûr, je connais les outils CRM qui permettent de faire ça. Je suis pas dupe, je me dis pas qu'il y a une petite personne derrière qui a dit tiens Déborah, on va lui envoyer ça. Faut pas se leurrer. Mais ils ont vraiment poussé ce côté relationnel et personnalisation jusqu'au bout. C'est-à-dire que toutes les recommandations, tous les conseils qu'ils peuvent me donner sont liés à ma typologie de peau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des outils, pour pas les citer, mais Yotpo, Klaviyo, puis il y en a plein d'autres, hein, pour citer que ceux-là. On va tous les citer, comme ça il y aura pas de jaloux. Ah, Klaviyo, je peux les citer les autres. Loyoli, c'est les principaux en e-com qui sont sur Shopify. Et les deux outils qui sont très bons en analyse de data, c'est Quantic Factory. Mais là, il faut avoir quelqu'un qui est assez capé. Et Lifetimely également, il faut avoir quelqu'un qui est un petit peu capé pour lire. Et c'est là où des gens comme moi peuvent avoir leur intérêt, justement au niveau part-time, parce que une DNVB ou une jeune marque qui se fait 3-4 millions d'euros de CA par an n'a pas forcément besoin d'un directeur marketing à plein temps, comme il n'a pas besoin d'un directeur financier à plein temps. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir justement quelqu'un qui a de l'expertise et de l'expérience sans prendre une ressource supplémentaire qui vient alourdir la charge salariale en fait. Nous, on a aussi We Love Customer comme solution qui était passée aussi sur la chaîne, qui apporte aussi de belles solutions pour l'expérience client, la relation client. Oui. En tout cas, voilà, vous avez le choix. Après, faut pareil partir plutôt de ces besoins, ce que vous voulez faire, ensuite trouver la plateforme en tout cas l'outil qui correspond plutôt dans ce sens-là qu'à l'inverse. L'outil n'est pas la solution, c'est juste la réponse aux besoins fonctionnels.
En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé un bout de ton expérience, parce que finalement toute ton expérience, ça serait faux de dire ça. Il nous faudrait beaucoup plus d'épisodes de vidéos, évidemment. Mais en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir parlé de ce levier de croissance qui est important, qui est la rétention, dont on parle un petit peu moins peut-être en France, mais grâce à cette vidéo, on va essayer d'inciter les marques à notre échelle évidemment, mais à investir plus, en tout cas dans ce domaine-là. Je te remercie beaucoup. Je crois qu'on peut te suivre un peu partout sur ton profil LinkedIn, si je me trompe pas, et je mettrai tous les liens en commentaire. Et je crois aussi que tu as un test de maturité, c'est ça, sur la rétention client? C'est un test en 6 questions pour identifier si on est débutant, intermédiaire ou pro en maturité de rétention client. C'est très rapide à faire. C'est pas un test qui va vous prendre 25 minutes, mais il est simple et il permet d'avoir une jauge assez rapide et de voir quelles sont les prochaines étapes à travailler. Il est assez sympa. C'est parce que je l'ai fait que je dis ça. Hyper intéressant, je le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça, allez faire ce petit test de rétention client et voir à peu près où vous en êtes de votre côté, et faire appel à Déborah si besoin. En tout cas, merci beaucoup. On se dit, j'espère, à une prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet ensemble, Déborah. Écoute, merci beaucoup Benjamin, et avec grand plaisir pour parler IA dans le e-commerce par exemple, avec tous les outils qui arrivent, ça peut être très intéressant, et en plus il y a un vrai lien avec les ads aussi. Le rendez-vous est donné, on fera ça. Merci Déborah, allez, salut tout le monde. Bye.